Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Alors, je m'appelle Hubert Koppenrath, né à Papeete le 18 octobre 1930. J'ai été ordonné prêtre en 1957 et depuis le mois de février 1998, j'ai été ordonné évêque et j'ai succédé à mon frère plutôt en juin 1999. Ça a été une période de grand bouleversement, les débuts du CEP. Petit à petit, on a vu arriver donc une quantité de personnel militaire et ça a bouleversé complètement la vie de la population. En effet, pour les besoins de main-d'œuvre, le CEP a déplacé la population. Ils ont recruté des gens aux Marquises, au Gambier, dans le reste des Tuamotu. Ces gens sont venus à Papeete et aussi dans les Tuamotu. Et ça a été une période de grande perturbation familiale. Les couples se sont défaits et la présence de la force Alpha, par exemple, qui comptait plusieurs milliers de militaires, a provoqué des ruptures, enfin des foyers ont été détruits. Et on a assisté à une espèce de détérioration du climat, disons, social et moral. Alors au Tuamotu, à cette époque-là, je n'étais pas affecté à l'est, j'étais souvent plutôt dans l'ouest, et là je voyais des îles complètement vidées. Et je me rappelle avoir fait un séjour à Kauhei, une île qui autrefois avait peut-être 300 habitants, et là il n'en restait plus que 70. Et ceux qui étaient partis, c'était les plus dynamiques, c'était les plus entreprenants, donc il restait les vieillards et puis les plus timorés, si bien qu'on sentait que la vie était, disons, s'éteignait petit à petit. Je me rappelle qu'ils avaient voulu faire un repas et il n'y avait même pas un cochon, ils avaient tué le dernier auparavant. Donc ça a été une période très difficile pour l'ensemble du pays. Alors, ça a commencé un peu après 63 et il y a eu vraiment une crise morale très grave. Disons que les habitudes ont changé, il y a eu une espèce de baisse de la pratique religieuse, mais en même temps tous ces gens qui étaient au Tuamotu sont venus s'établir ici. Donc on a vu un changement aussi dans les paroisses qui sont devenues beaucoup plus de langue tahitienne parce que ces gens-là ne parlaient pas français. Donc il a fallu mettre des messes en tahitien, s'occuper de tous ces gens qui étaient venus ici. Et ensuite on s'est installé dans une facilité de vie de plus en plus grande. Les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes. Celle de la vie facile, celle de ne plus travailler. L'agriculture s'est étiolée petit à petit. On n'a pas pris conscience tout de suite de la gravité de ces expériences pour la santé de la population. Cependant, quelques prêtres des Tuamotu nous ont dit qu'ils avaient pu constater qu'il y avait des choses qui se passaient, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnel a été irradié.
Et j'ai le souvenir de prêtres qui nous ont raconté qu'il y avait des aviateurs qui avaient été irradiés, mais il y a aussi des gens qui ont été irradiés, mais je l'ai su après. Et on ne l'a pas dit, on a soigné, on a pris des précautions pour le personnel militaire, mais pour les civils, ils n'ont pas pu le prendre. Donc, on peut dire que nous avons été un peu tenus dans l'ignorance de la véritable, de tout cet aspect dangereux en ce qui concerne la santé des populations. Par contre, là où nous étions très avertis, c'était de voir qu'il y avait ce bouleversement social, tous ces militaires qui étaient au Tuamotu, qui ont détruit des ménages, qui ont constitué des concubinages avec des toutes jeunes filles. L'une d'elles que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, là, qui est maintenant en France avec son mari, eh bien, elle me disait qu'à l'âge de 14 ans, elle allait dans le lit de l'adjudant-chef. Et d'autre part, ces personnels qui étaient au Tuamotu, ils n'étaient pas bien non plus, parce que c'est une vie à part. Il y a eu une quantité importante de suicides parmi ces gens qui étaient stationnés au Tuamotu. Pourquoi est-ce que c'est la vie là-bas qui les bouleversée, c'est un peu spécial, les Tuamotu, il y a de l'eau d'un côté, de l'eau de l'autre. On est sur une toute petite bande de terre. Et très souvent, les aumôniers militaires nous faisaient part de suicides. Et par contre, ce que j'entendais beaucoup de plaintes, c'était le père Daniel notamment, se plaignait beaucoup du désordre que le CEP entretenait dans ces îles, en particulier l'alcoolisme et des choses comme ça. Alors il y a quand même eu un prêtre qui s'est dressé contre le CEP, c'est le père Florentin, et qui a été déclaré persona non grata. Lui a pris carrément il a essayé de gêner, pas très habilement, ce que faisait le CEP. Et puis il leur a manifesté une grande hostilité. Par exemple, il ne répondait jamais aux invitations qui lui étaient adressées pour aller aux cérémonies officielles. Et puis il disait aux gens que c'était pas bien ce qu'on faisait. Mais enfin, c'était un personnage un peu original, fantasque, alors il n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir s'il avait été quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur les gens. Mais il a été déclaré persona non grata dès qu'il a quitté le diocèse, dès qu'il a été en France, enfin en Belgique plutôt. Il était persona non grata, donc quand il a essayé de revenir ensuite, il a été arrêté. Un jour, on a vu arriver un policier ici qui nous disait « Où est le père Florentin ?» Je lui ai dit « Mais il est en Belgique. » « Non, non, il est arrivé ce matin. » On l'a laissé passer, il faut que je le retrouve. Par la suite, donc, j'ai été responsable de Tureia, qui est l'île la plus proche des expériences. Et là, bien sûr, une population qui n'était pas très saine, mais c'est des gens aussi qui étaient très imbibés d'alcool. Donc je n'ai pas vraiment vu des gens, l'idée ne m'est pas venue que c'était, pourtant, ils me racontaient la vie, quand il y avait des expériences, il y avait encore les abris anti-atomiques là, qui étaient là, qui rouillaient. Puis il y avait beaucoup de matériel qui était encore là, qui était en train de se détériorer là au soleil. Donc ces gens m'ont raconté comment ça se passait. Il y avait un contingent de militaires qui étaient là à demeure, qui ont été remplacés par des gens du pays qui s'occupaient de la météo, puis d'un certain nombre de choses, parce que les militaires revenaient en permission.
Mais j'ai jamais eu vraiment conscience de graves accidents de santé dus aux radiations atomiques, parce que nous étions très mal informés. Il faut dire que nous avions ici des militaires qui étaient catholiques, qui nous fréquentaient, qu'on connaissait, et on était un peu influencés par leur jugement. Eux-mêmes, peut-être, étaient aussi pas très informés, à part peut-être les hauts gradés, mais ce que je sais, c'est que le premier chef du CEP ici, qui était un capitaine de vaisseau, donc Saint-Gallon, était contre le CEP. Et lui, il a été changé, du reste. Il disait carrément, si je serais à votre place, moi, je n'accepterais pas ça. Je ne me rappelle plus de son nom. Et le premier, avant qu'il y ait un amiral, le chef était un capitaine de vaisseau. Et lui était très réservé. Maintenant, nous sommes donc vraiment bien informés à la suite de tout ce qu'a fait notamment Mururua et Tato. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a eu une irradiation importante qui doit avoir des conséquences médicales. Et donc, il faut que quelque chose soit fait pour d'abord qu'on connaisse exactement la gravité de cette irradiation et ensuite que le pays, la France, fasse quelque chose pour ces gens-là. Il faut être sérieux. La loi a été votée, mais pour que les gens puissent en profiter, il faut les aider à reconstituer leur carrière et tout ça. Une partie de Tahiti a reçu une irradiation assez forte. Et même ici, donc, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Mururua qui peuvent être victimes de ces irradiations. Alors, c'est vraiment un problème difficile parce que comment faire la preuve que c'est vraiment... Et il faut bien se dire aussi qu'actuellement, la France n'est pas prête à dépenser beaucoup. C'est un peu comme dans la guerre, ce n'est pas forcément les soldats qui sont tués. Et des gens qui n'ont pas bougé de chez eux ont pu être irradiés. C'est le cas, par exemple, à Mangareva. Alors, puisqu'il faut penser à l'avenir plutôt, il faut qu'ils se rendent compte que pendant ces 30 ans, ils ont pris de très mauvaises habitudes, où ils ont vécu avec de l'argent facile. L'agriculture a été abandonnée, les gens ont pris l'habitude de se faire assister. Maintenant, l'État lui-même nous renvoie à nos propres ressources. Et donc, il faut se rendre compte que les années vont être difficiles et qu'on ne peut pas indéfiniment vivre au niveau où on a vécu pendant ces années. Il faut avoir le courage de faire face à cette situation et de trouver les moyens que la population vive. Mais c'est comme partout, les gens n'aiment pas perdre les avantages acquis. En Grèce, par exemple, le gouvernement a tenu bon, mais il y a des émeutes, il y a eu des tas de choses, parce que les gens ne comprennent pas que du jour au lendemain, ils vont être obligés de perdre des avantages. Or ici, c'est pareil, les gens ne se rendent pas compte qu'il va falloir, surtout que la France est à peu près ruinée, qu'elle va chercher tous les moyens de faire des économies, il va falloir oublier cette période de facilité et prendre son courage à deux mains pour chercher un moyen pour que ce territoire vive.
Motorway.